On va avoir une première intervention d'experts avec Madame Caroline Roussel, qui n'aime pas qu'on dise Madame, donc on peut l'appeler Caroline. Pendant des années, Caroline Roussel, elle a travaillé en interne dans les entreprises, dans des secteurs aussi différents que l'industrie, l'agroalimentaire, l'aéronautique, la chimie, en interne, pour accompagner les entreprises au changement, en interne comme salariée. Depuis 4 ans, elle a pris son propre envol. Pour information, il y a 4 ans, elle a cofondé la Fabrique du Changement à Toulouse, qui est, si vous en avez déjà entendu parler, l'événement professionnel de référence sur l'innovation managériale. Et depuis 2016, Caroline Roussel a fondé l'agence 1, 2, 3 Facilité. Et là, c'est en externe qu'elle accompagne les entreprises à muter et à se transformer. Donc Caroline Roussel, on peut l'applaudir bien fort. Je vous invite à nous rejoindre. De fouler la première, ce beau tapis blanc. Ce beau tapis blanc, effectivement, pour vous parler donc, du monde change. Certes, le monde change, mais nous. Effectivement, sur l'introduction, on était sur l'humain et le sujet est véritablement là. Pour me présenter en 2 mots, présenter mon métier, c'est le suivant. En fait, mon métier se compose en 2 grandes parties. Première partie, exploratrice. Deuxième partie, j'ai une école de surf. Et si je tends la main, effectivement, mon quotidien est partagé entre l'exploration des changements du monde du travail et apprendre à surfer. L'exploration, c'est quoi? En fait, tout simplement, c'est d'aller à la rencontre des structures publiques comme privées qui sont dans une évolution et qui sont dans des besoins d'évolution. C'est également lire, c'est également se former, c'est aller à la rencontre également de chercheurs en France comme dans le monde entier pour comprendre, en fait, tout simplement, dans quel monde nous vivons et quels en sont les impacts. Avant de bouger, moi j'ai une théorie, comprenons. Deuxième point, je pense que vous êtes tous trouvés sur les bords de l'océan Atlantique en particulier. Peut-être certains d'entre vous ont testé de prendre une petite planche de surf et ils ne savaient pas surfer. Ils ont tenté, ils se sont retrouvés assis dans le sable. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, des organisations en général, pour un certain nombre d'entre elles, je pense, se retrouvent avec leur planche de surf sur le sable. Voire même, elles n'ont même pas de planche de surf. Pourquoi? Parce qu'en fait, la glisse, dans l'esprit, ça doit être un plaisir. Et aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde sur lequel on peut faire de la glisse, effectivement. Alors, on l'a dit très bien tout à l'heure, il y a une notion de mutation permanente. Et la mutation permanente entraîne 2 choses. Soit on se retrouve sur le sable, potentiellement on n'a même pas de planche, soit on sait prendre les vagues, on va prendre la vague et on va prendre du plaisir. Et pour les organisations, en fait, c'est trouver de l'opportunité. Et mon rôle à moi, tous les jours, c'est à la fois d'aller prendre la température de ce qui se passe et d'aider des structures à aller apprivoiser la planche de surf, à aller prendre les vagues et trouver leurs opportunités. Le défi que j'ai avec vous cet après-midi, tout simplement, on a à peu près une 20aine de minutes ensemble. Ce que j'ai relevé comme défi, c'est de vous partager des éléments de cartographie de mon exploration sur le monde du travail actuel et de vous donner des pistes pour qu'ensemble, on se dise l'océan n'est pas très loin de nous si on commençait à aller surfer. OK? C'est parti. Par où on commence? Moi, ce que je vous propose, c'est un premier point qui est fondamental. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en 2019, est un monde où nous vivons une 4e révolution industrielle. Alors, si je pose la question dans l'Assemblée, il est fort probable qu'il y ait des personnes plus férues d'histoire ou plus férues d'économie en général qui soient capables de nous dire c'est quoi une révolution industrielle et ça nous amène quoi. Moi, ce que je vous propose, c'est juste de faire un petit flashback, je vais y arriver, historique, pour qu'on soit tous sur le même terrain d'égalité. Une révolution industrielle, c'est quoi? La première, 1765. Qu'est-ce qui se passe en 1765? Le charbon. On arrive effectivement, grâce au charbon, à créer des moyens de déplacement, en particulier avec le chemin de fer. Ça, c'est au niveau industriel. Dans la vie des gens, ça fait quoi?
Ça a fait qu'il y a des marchandises qui pouvaient être déplacées et des personnes qui pouvaient être déplacées. Rappelons-nous, qu'en 1765, on était sur un territoire tout petit et là, on commence à bouger. On se rend compte que ça change complètement la vie des gens. Deuxième révolution industrielle, alors là, on est sur, je dirais, un changement encore plus prégnant, 1870. En 1870, ce n'est plus le charbon, mais là, on a la fée électricité. Des métiers qui étaient manuels deviennent des métiers qui s'automatisent parce qu'on a mis de l'électricité. Et là, la grande mutation pour les populations, c'est quoi? C'est que les personnes qui vivaient principalement de l'agriculture se déplacent dans des villes, voire même des villes se créent parce qu'on y met des usines. Les métiers changent. Imaginez, les gens à cette époque-là étaient principalement agriculteurs. Ils vont devenir ouvriers. Changement complet de mentalité. On habitait dans des espaces, la région de Brive en particulier, avec de très beaux arbres, des terrains à perte de vue. Et là, on va s'enfermer dans des petites maisons pour aller dans des usines. Changement complet de vie. Deuxième révolution industrielle. Troisième révolution industrielle, 1969, on se rend compte, on a à peu près 100 ans entre chaque révolution industrielle. 1969, alors là, ça touche également la question de la main-d'œuvre. En 1870, on fait venir massivement des personnes. Là, on se dit qu'en fait, la main-d'œuvre humaine, ouais, ok, mais on peut aller plus vite, on peut faire mieux, on robotise, on automatise. Chez les gens, ça change quoi? Ça change les métiers. Ça change que d'une main-d'œuvre manuelle très forte, où déjà des personnes avaient quitté les campagnes, quitté les cultures pour aller apprendre des métiers et des rôles dans des usines. Là, on leur dit, en fait, on n'a plus besoin de toi. Par contre, on va avoir besoin d'autres métiers, des métiers plus complexes. On vit 3 révolutions industrielles. À aujourd'hui, on est en plein dans la 4e. Petit élément, grande différence entre ces 3 révolutions industrielles, c'est l'espace-temps entre. Avant, il y avait un siècle. On avait un siècle pour rebondir, un siècle pour s'adapter, et déjà un siècle, c'est rien du tout, c'est compliqué. Pour la 4e révolution industrielle, on ne parle pas de fait électricité, on ne parle pas d'automatisation, on ne parle pas de charbon, on parle de tout ça. Et ça en 50 ans. Okay ? Alors, il y a des mots qui viennent ici, et ce n'est pas exhaustif. Hein. On va parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, très clairement. Dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est que l'avènement des technologies à aujourd'hui, on n'est plus sur des domaines parcellaires, mais en plus, on est sur des domaines qui se croisent. On est sur des domaines qui se croisent et en même temps, ce sont des domaines qui sont en pleine expansion sur lesquels nous sommes qu'au début. Je prends un exemple. Véhicule autonome. On voit dans l'impact sur les gens, on entend déjà parler de tiens, je serai dans une voiture qui va avancer toute seule. Impression 3D. Il y en a qui ont déjà fait des petits sujets là-dessus. Pensez que impression 3D, à aujourd'hui, c'est le concurrent d'un maçon. Ouais. C'est plus des petits trucs en plastoc qu'on fait, c'est potentiellement, on peut construire des maisons, on peut construire des pièces d'avion. Donc l'impression 3D, encore une fois, on n'en est qu'au début, mais ça va faire des choses assez incroyables. Qui a entendu parler d'informatique quantique ? Alors, quelques personnes. L'informatique quantique, alors déjà, et c'est là où on se rend compte de la difficulté de l'évolution, c'est que déjà l'informatique tout court, les ruptures technologiques, le numérique, là on dit on va aller beaucoup plus vite. On va faire des calculs qu'on n'a jamais pu faire jusqu'à présent, et donc on déplace le champ des possibles. La particularité de ceci, c'est qu'en 50 ans, on arrive à cela. Par contre, on ne connaît pas la suite et on n'en connaît pas la limite, et on est juste au début de ce qui se passe là. Concrètement, dans la vie des gens et dans notre vie professionnelle, ça va changer quoi ? Premier élément fondamental, le rapport à l'espace. Premier point, effectivement, dans les transports, on se rend compte qu'à aujourd'hui, on peut se déplacer dans le monde entier de façon très simple. Ça, c'est un premier sujet, physiquement. Deuxième sujet, grâce à la technologie, on peut aussi se déplacer quelque part dans le monde sans y être véritablement. Ça change tout. Parce qu'avant, la question, c'était de dire c'est pas très rassurant, ça prend du temps, je ne sais pas si je peux y aller. C'est plus la question. L'autre point, effectivement, sur le rapport à l'espace, et on s'en rend compte dans l'architecture des maisons,
mais l'architecture des bureaux également. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on rentrait dans des structures, on rentrait dans des couloirs avec des bureaux. On descendait, on est allé à l'atelier. Aujourd'hui, tout ressemble un peu à un atelier d'il y a quelques années. On a ouvert. Okay, si on ouvre, sur l'humain, ça change pas mal de choses. Avant, on fermait la porte, on détenait de l'information. Ah, je vais te parler, je ferme la porte. Alors, les portes existent encore, bien évidemment, mais cette culture du secret, maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure. Vous voyez toutes les nouvelles technologies qui arrivent à nous. Pour pouvoir appréhender un certain nombre de choses, il faut communiquer. Il est nécessaire de croiser les avis, de rencontrer des personnes nouvelles. Deuxième point, le rapport au temps. Donc, à aujourd'hui, on dit que si je suis dans une entreprise qui existe depuis un certain nombre d'années, je dois me pencher sur la question du rapport à l'espace. Moi, dans le monde qui m'entoure et moi dans mon entreprise, dans le monde que j'ai créé autour de moi. Le rapport au temps est lié pour partie à l'espace, à aujourd'hui le marché, puisqu'on a dit qu'il n'y avait plus de limite pour voyager. Et puis, rappelez-vous, il y a le numérique, on n'est pas obligé de se déplacer. Un marché, à aujourd'hui, pourquoi il serait local ? Évidemment, on a cette envie d'aller hors de ses frontières, hors de son territoire. Mais qui dit aller hors de ses frontières, hors de ses territoires, dit changement d'habitude de travail, évidemment, fuseau horaire. Là où avant, j'avais une équipe qui travaillait de telle heure à telle heure, accord du temps de travail, contrat de travail, tout allait bien. Et là, on dit, demain, en fait, maintenant, on va travailler avec la Chine. OK, mais ça veut dire qu'il faut changer les contrats. Voilà. OK ? Donc, il y a une adaptation évidente, à la fois dans les mentalités, mais à la fois sur le plan législatif, évidemment. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Autre point, j'ai mis un chrono, ce n'est pas anodin. Immédiateté. On est devenus des fous du besoin immédiat. On a besoin d'être satisfait immédiatement sur quelque chose. Et en fait, celui qui fait le plus vite devient la norme aujourd'hui. Quand vous rencontrez un potentiel client, vous lui dites, effectivement, on peut se rencontrer dans 2 mois et puis tu seras livré dans 3 mois, parce que le produit que je fais est extrêmement complexe. Tu rigoles, j'ai regardé sur Internet. J'ai regardé sur Internet. Aujourd'hui, un produit comme le tien, je peux toucher à tel prix et à peu près à tel endroit, et il va arriver plus vite que ça. Donc en fait, cette notion de la concurrence de demande de l'immédiateté, mais comment dans ma structure, toujours pareil avec des humains, comment je peux demander à quelqu'un qui travaillait un certain nombre d'heures et déjà, il faisait plutôt bien son travail, je vais dire, en fait, maintenant, la concurrence nous demande d'accélérer, tu vas accélérer. Qualité de vie au travail, maltraitance, point d'interrogation. Troisième point, sujet fondamental, puisqu'on a vu qu'on est sur des technologies que de toute façon, des gens en maîtrisent à peine. Ça veut dire qu'on va avoir des métiers nouveaux et ça veut dire qu'on aura besoin de connaissances. Il y a déjà un sujet actuellement sur le fait de se former tout au long de sa vie. Le rapport à la connaissance est fondamental. Sinon, en fait, je suis exclue de la société. Question actuelle, la fracture technologique avec la fracture numérique, qui se joue pour les individus, clairement, mais qui se joue fortement pour les structures économiques. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être au niveau. Peut-être que je suis dans une entreprise ou dans une organisation depuis 20 ans, mon travail me demandait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on me demande quelque chose de différent, ça me fait peur, est-ce que je saurais faire ? Il n'y a qu'une solution, c'est de se former et d'accompagner les personnes vers la formation. Comment on fait ? Pardon, j'ai fait le mauvais geste parce que là, j'ai un geste magique pour lancer les slides. Et parfois, je fais ce geste-là et je ne veux pas lancer de slides. Voilà, super, merci beaucoup. Comment on fait aujourd'hui ? On a accès à l'information en permanence. On a notre ami Google ou tout autre moteur de recherche, bien évidemment. Il y a des moteurs comme Lilo qui sont un peu plus sociaux que Google. Il y a quelques années, quand on voulait savoir quelque chose, et je pense que parmi vous, il y en a, des gens qui ont connu des encyclopédies. Qui avait des encyclopédies chez lui ? Et c'était la classe, ceux qui avaient des encyclopédies. Alors, Encyclopædia Universalis, qui était le Graal. À aujourd'hui, une encyclopédie, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. On peut en faire du bricolage à faire, du do-it-yourself, on peut faire des choses magiques. Dans tous les cas, tous ces volumes, on en avait, 25 volumes peut-être. C'était juste merveilleux. À aujourd'hui, on clique. Et il n'y en a plus merveilleux encore que l'Encyclopædia Universalis, parce qu'on a accès au monde entier.
Autre point, Wikipédia, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le diable, parce qu'on se disait, ben non, ça ne peut pas être la collectivité qui sait. Ah, aujourd'hui, Wikipédia, c'est plutôt beaucoup plus que chacun d'entre nous, donc déjà, c'est pas mal. Et troisième point, fondamental également sur l'apprentissage, c'est que c'est fini la notion, quand on parlait de temps et d'immédiateté, c'est fini la notion de je vais à l'école, et l'école, elle commence à telle date, et elle finit à telle date. Oui, mais moi, je travaille. C'est pas notre problème. L'école, elle commence à telle date, elle finit à telle date, c'est de telle heure à telle heure. Comment c'est possible avec des gens qui travaillent? Moi, je ne vois pas la solution. Et justement, pour cette notion de disponibilité H24, ou de la notion de je veux apprendre ce que je veux quand je veux, eh bien, effectivement, le numérique a fait un apport merveilleux au travers de ce qu'on appelle les MOOC. Typiquement, on a une plateforme de MOOC qui s'appelle Fun, qui regroupe les MOOC, donc les formations en ligne sur des formats courts, de toutes les grandes universités françaises et voire même que quelques universités internationales. Vous allez y faire un tour, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais waouh, les meilleurs professeurs du monde entier sont dans votre salon, devant votre portable. Incroyable. Ok, on a parlé du rapport à l'espace, du rapport au temps et le rapport formidable à la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai 3 options pour vous. Je l'adore, celle-là. Je l'adore. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je rencontre qui sont persuadées de faire quelque chose de différent. Ils veulent faire quelque chose de différent et se rendent bien compte qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ça ne marche plus. Par contre, si on pouvait le faire un petit peu comme avant. En fait, oui, on veut bien changer, mais pas vraiment, parce qu'en fait, ok. Einstein avait déjà théorisé ça en disant que de toute façon, si on veut un résultat différent, on fait quelque chose de différent. Okay, donc pour faire quelque chose de différent et donc pour aller surfer sur le changement, moi je vous propose 3 choses. Première chose, s'ouvrir. Et c'est là où on en revient à l'humain et à l'individu et non plus à votre entreprise ni à votre organisation. S'ouvrir, c'est un effort individuel. En disant déjà, les jeunes qui travaillent avec moi ou les personnes plus âgées, parce que ça marche sur les 2 âges, si déjà j'allais les rencontrer, ils avaient peut-être des choses à me raconter. Si au niveau des cultures également, dans tel pays, dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, en Asie, ils font des choses différentes sur mon domaine, et si j'allais explorer, moi aussi, juste aller écouter et voir. Sur des métiers, évidemment, on a dit que, vu les technologies, les métiers, il y a des métiers qui existent aujourd'hui, il y a 10 ans, ça n'existait même pas. Je prends un exemple d'un métier qui est très, très en vogue, des data analystes. Aujourd'hui, on en cherche des quantités absolues. Okay, je suis sûre qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ne voient même pas le contour du métier. Évidemment, ce métier, il y a quelques années, il n'existait pas. Et toutes les technologies que j'ai mis en exergue tout à l'heure, et un truc dingue, pilote de drone. Vous savez que c'est un métier, ça, quand même. Il y a quelques années, on n'a même pas de drone. Alors, d'ici à mettre des pilotes de drone, à aujourd'hui, il y a des diplômes très sérieux, et derrière, on fait des choses juste incroyables. Mais pour ce faire, il faut aller voir dans les métiers d'à côté. Moi, je suis intervenue sur des métiers du bâtiment en particulier. Le pilotage du drone en question sur des sujets comme aller identifier des dysfonctionnements sur des hauteurs extrêmement importantes, oui, évidemment, on a besoin du drone. Sauf que la personne, au départ, elle a fait un CAP maçonnerie. Donc, comment je me projette sur des choses comme ça? C'est peut-être en allant voir sur d'autres métiers, en disant, ouais, moi aussi, ça pourrait me servir. Et puis, la question du métier, mais la question effectivement de secteur d'activité. Qu'est-ce que font les autres ailleurs et comment je pourrais les utiliser chez moi? Deuxième point, c'est repenser les méthodes et les compétences. Oui, évidemment. Moi, je vous ai mis un petit visuel que j'adore. La source est masquée, mais en fait, cette source-là, c'est le World Economic Forum. Vous savez, donc des personnes influentes dans le monde qui se regroupent, et le côté plus connu se regroupe à Davos chaque année et réfléchissent à la transformation du monde. Okay, il y a quelques années, ils ont fait paraître ceci en disant que le top 10 des compétences à avoir en 2020, donc c'est-à-dire l'année prochaine. Okay, donc on va traiter aujourd'hui la question du recrutement en particulier. Je prends que les 3 premiers. Premier sujet, résolution de problèmes complexes. Qui, dans les entretiens de recrutement, a déjà veillé à ce que le candidat en face de lui avait une appétence et une compétence forte sur la résolution de problèmes complexes? Pas de problème, complexes.
Deuxième point, esprit critique. Moi, je me rappelle, alors, effectivement, il y a quelques années que j'ai commencé à travailler, l'esprit critique, c'était plutôt mal vu. Moi, je me suis fait bouler plein de fois. Voilà. J'avais un esprit critique. Alors, constructif, hein, mais critique. À aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. C'est pas génial, ça y est, je me reconnecte au monde. Pourquoi esprit critique? Comme tout change très vite. L'esprit critique, c'est celui qui dit, pour faire mieux, ben on ne refait pas la même chose qu'hier. On revient à Einstein, qui était un merveilleux esprit critique. Et puis le troisième point que j'adore, c'est la créativité. Alors ça, moi, il y a quelques années, la créativité, c'était même un mot qui était un petit peu tabou, non? Moi, j'ai pas mal travaillé dans l'industrie. Je peux vous dire que créativité, je ne l'ai pas trop employée dans mes journées. Alors aujourd'hui, je me fais plaisir, c'est tous les jours. Pourquoi? Parce que pour aller créer des nouvelles solutions sur un nouveau marché, sur un nouveau produit, évidemment, il faut être créatif. Ok? C'est pas prendre un pinceau, c'est pas faire des trucs de foufou, mais la créativité, c'est justement résoudre des problèmes complexes, trouver des nouvelles solutions. Troisième point, hop là, collaborer. Collaborer, c'est le travailler ensemble. Premier sujet, c'est les entreprises ou les organisations qui ont des silos. Vous voyez ce que c'est un silo? Je travaille un peu dans l'agriculture aussi, je vois très très bien le silo. Hein. On ne mélange pas le grain avec le truc d'à côté. Okay? La compta ne parle pas au commercial. Quand ils se parlent, ça ne va pas. Donc les chefs ont le droit de se parler, mais pas les gens en dessous. On va y arriver là. Hein. Okay? Ce qui veut dire qu'alors qu'on doit travailler beaucoup plus vite, si on se dit qu'il n'y a que les chefs qui se parlent, ça va être très très compliqué. Et collaborer, ça signifie, vous l'avez très bien cité effectivement pour les chambres de commerce, le rôle c'est de croiser des acteurs locaux sur des métiers très différents et de se dire, non pas on discute ensemble, parce que le temps qu'on discute, le monde a avancé. Hein. Et en France, on adore la discussion. Là, moi, j'encourage non pas à la discussion, mais à l'action ensemble. Et typiquement, créer une journée comme celle-ci entre acteurs très différents, ce sont des actes de collaboration. Et je suis sûre qu'une fois qu'on a créé ça, on se dit, tiens, au fait, j'ai vu quand tu bossais, ça se passait super bien. Viens discuter avec moi, je suis sûre qu'on a des choses à faire ensemble. En conclusion, je vous propose 2 alternatives. Une fois qu'on s'est dit tout ça. Première alternative, la vague, on peut se la prendre sur la tête. Hein. Okay? Parce que de façon locale et internationale encore plus, mais sans se dire les Chinois, les trucs et les bidules, rien qu'en local. Il y a toujours quelqu'un qui va aller plus vite que vous. Okay? Donc il y a la possibilité de se dire, bah oui, effectivement, il faut changer, mais l'autre possibilité, et je suis sûre qu'à Brive, c'est tout à fait possible, c'est qu'on va apprendre le surf. Qui a envie d'aller tester la glisse du changement? Alors, je regarde les étudiants, là, s'il n'y en a pas un qui lève le doigt, alors pour eux, effectivement, ce n'est pas du changement, c'est juste surfer sur le monde qui bouge, donc je suis d'accord avec vous. Qui se sent, à aujourd'hui, dans ce mouvement, dans cet esprit de glisse, au fond, ok, il y en a qui bougent, qui se sent, voilà, on est d'accord, il ne faut pas avoir honte, hein. La glisse, c'est une très belle discipline. Il faut juste comprendre les mouvements d'oscillation du monde et apprendre à y glisser dessus. Et moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir, comme moi j'en prends tous les jours, à vivre dans cette glisse. Merci à vous.